Et voilà. Donc là, vous devez donner votre accord normalement. Continue. Voilà. Super, parfait. Voilà. Nous sommes 11 pour le moment. Ok. Peut-être que je vais représenter un petit peu tous les intervenants qui sont autour de la table et laisser le temps à d'autres participants éventuellement de nous rejoindre. Donc moi, je suis Lise Diner et je travaille pour la SBL Financité. On a aussi comme participant qui va partager son expérience, vous les voyez sur les slides, il y a Renaud Sarrazin de Urbike, et je le vois, il est là. On a aussi Michel, que je n'ai pas encore vu. Ah si, tu es là, c'est sur ma dernière vignette, Michel Sconbro du vin du Pays de Herbe. On a Catherine et Manon, Catherine Ansoul et Manon de Novacitis, qui sont ici aussi. Est-ce que je les vois? Oui, elles sont là. Elles sont là. Et Joël Yana de la tricoterie qui est là également. Alors, on a aussi à notre table Charlotte qui est là et qui va... ah non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, on a aussi Pauline qui est là et qui va intervenir justement pour prendre les questions qui seraient écrites dans le chat et m'aider à assister à l'animation de cette réunion. Alors, je vous invite d'ailleurs déjà, si vous avez des questions spécifiques, à les poser dans le chat. Comme ça, on peut les compiler et peut-être y répondre par la suite. Et moi, dans l'intervalle, je peux peut-être proposer à nos différents intervenants, chacun à leur tour, voilà, une petite question de chauffe, on va dire. Comme ça, ils peuvent tout de suite démarrer sur le pourquoi ils sont là et ce qu'ils ont le plus envie de partager avec vous. Et alors, je vais commencer en faisant honneur aux dames. J'espère que ça ne vous frustre pas, messieurs. Et alors, je propose peut-être à Catherine. Ah, Lise, on ne t'entend plus. On a perdu. Voilà, on dit cliquer. Ah, ça va? Oui, oui, c'est bon. On t'a perdu. On m'indique que ma connexion est instable. Hein. Je suis désolée. Ça va peut-être couper à un moment ou à l'autre. L'avantage, c'est qu'on est deux. Pauline, si jamais j'ai un bug, t'inquiète pas. Ça va. Et donc, je disais qu'on va peut-être commencer avec une première question à destination de Manon et Catherine par rapport à leur dispositif bien spécifique qu'ils ont mis en place au niveau de Novacitis pour impliquer les coopérateurs dans une levée de fonds. Parce que je rappelle ici vraiment l'objectif, c'est comment est-ce que les coopérateurs qu'on a déjà peuvent s'investir pour trouver des nouveaux coopérateurs qui viennent augmenter le capital de la coopérative d'abord et puis les forces vives au sens large de la coopérative. Je vous passe le micro en ciblant vraiment bien cette question-là parce que l'idée, c'est que chaque, évidemment, participant puisse avoir un temps de parole aussi. Donc, voilà, merci, c'est à vous. Voilà, 2 petites secondes. J'aimerais préciser, Lise, comme on n'est pas, en fait, on est 14 dans la salle, donc voilà, c'est pas, si vous n'avez pas envie d'écrire la question dans le chat, etc., n'hésitez pas à intervenir aussi, à poser vos questions. On y répondra. Voilà, il n'y a pas d'obligation à écrire dans le chat non plus. On n'est pas tant que ça. Donc voilà, pour que ce soit plus convivial. Mais Catherine et Manon, vous avez la parole du coup. Parfait, merci. Donc, bonjour à tous. Novacitis, coopérative à Liège qui développe un projet immobilier qui s'appelle la Menuiserie qui est dédié à la création d'un centre d'entreprise dédié à la transition vers une économie soutenable dans lequel il y aura donc des espaces de bureaux mais aussi des espaces collectifs
et tout un pôle dédié à l'alimentation durable avec une création d'un espace de transformation alimentaire, mais aussi de création de produits. Donc, on est au centre de Liège et on a levé des fonds pour ce projet particulièrement en août 2020. Et l'objectif était d'atteindre un certain montant pour lever l'acquisition du bien qui était nécessaire. On avait rempli toutes les conditions dans le cadre d'un appel à intérêt, on avait le bien, le permis, tout ce qu'il faut. Il nous montait une petite somme et donc on a lancé vraiment la première levée de fonds avec appel public à l'épargne en août 2020, donc qui s'est clôturé en novembre 2020 et on a donc réussi cette levée de fonds. Ensuite, on a refait une deuxième levée de fonds liée plutôt au volet pré-coup de pouce, qui a été fait au printemps 2021 et qui vise surtout à l'aspect investissement et équipement du bâtiment, puisqu'il y a quand même un redéveloppement. Et là, on a commencé, il y a quelques semaines à peine, la mise en place d'un nouvel outil qui est une plateforme où on invite en fait certains coopérateurs ou proches de la coopérative à devenir ambassadeurs du projet. Donc, c'est la plateforme qui s'appelle Community Nova Cities, Be Part of la menuiserie, parce que c'est un petit jeu de mots qui nous faisait rire. Enfin, bon, bref, voilà. Et qui existe, ça existe surtout dans les associations de type philanthropique, en fait. Ce sont des choses qu'on voit aussi dans les programmes comme font, par exemple, la Croix-Rouge a utilisé ce genre de choses. C'est utilisé surtout pour des dons de plateformes. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voulez, je partage l'écran, je peux ou pas? Oui, c'est Comme ça, je vous le fais directement. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Donc, notre site internet parle de Nova Cities Coopérative et son gros projet majoritaire sur les 2 années à venir, c'est ce site immobilier de 2000 m2 qui a cette forme un peu particulière en forme de pétale. Et ça, c'est le logo. Et donc, la plateforme ici, si vous voyez l'écran correctement, je pense, hein, vous avez donc seulement 40 ambassadeurs ou déjà 40 ambassadeurs, ça dépend comment on veut le voir, qui ont levé 31 000 € grâce à leur réseau direct. C'est un petit site qu'on a fait nous-mêmes avec l'aide d'un opérateur qui avait déjà créé un site comme ça pour une entreprise, enfin pour la Croix-Rouge, je pense justement, et qui nous permet par exemple de dire je deviens ambassadeur, il y a un petit, voilà, où je contribue directement, je mets des sous dans le projet, et on a donc adapté ce site-ci. Oh, j'ai perdu le fil maintenant. Hop, j'ai perdu mon curseur. Qui nous permettait en fait à des personnes de s'inscrire et de rendre le projet visible surtout. Alors, il y a une petite descriptive comment ça marche et puis vous voyez un petit peu une vignette avec la tête la photo d'une personne qui est ambassadeur et qui est soit déjà coopérateur, soit qui souhaite développer la visibilité du projet. Par exemple, je vais prendre un ambassadeur que vous connaissez peut-être sur Liège, qui est Luc Pire, qui est devenu administrateur de Nova Cities depuis peu. Et on fait un petit titre, un petit texte de présentation, et on se donne un objectif qui est de dire, moi, avec mon réseau, je vais partager cette information et en parlant autour de moi, voilà. Donc, en gros, c'est un outil de communication qui permet de structurer de l'information et de toucher, en fait, différents publics, puisque ce sont ces coopérateurs ambassadeurs, vous voyez ici, qui eux-mêmes, en fait, sont les intermédiaires à la levée de fonds et qui parlent à leurs amis et leurs camarades, leurs familles and friends, pour lever des sous grâce à leur objectif propre, c'est-à-dire ici la personne s'est donné comme objectif 5 000 € et qui réunit en fait des proches, généralement c'est des proches. Donc là on est plutôt sur une plateforme pour toucher un public de proximité. Nos levées de fonds évidemment sont faites aussi de sorte à toucher le grand public, où là on est plutôt dans des campagnes de communication et des campagnes marketing. Mais la demande ici de la caravane des coopératives, c'était de vous montrer cet outil particulier qu'on a fait, qui touche à un cercle un noyau, si vous voulez, de coopérateurs et ambassadeurs, qui au fur et à mesure s'investissent pour faire parler du projet et qui ont un kit communication. Par exemple, si je prends la page d'une personne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Si je prends la mienne, par exemple, voilà. Voilà, moi je me suis donné un objectif, j'ai déjà réussi une certaine somme. Ce que je peux faire, c'est je partage la page et j'ai la possibilité d'utiliser en fait
certains, voilà, hop, je vais le mettre sur LinkedIn, boum, ça me renvoie vers les réseaux sociaux, ou je peux le faire directement par email. Si je veux parler, voilà, on a fait des templates de base, je vous montre, hein, qui permettent en fait à avoir des emails types avec des kits. Voilà, donc en gros, c'est comme une boîte d'outils de communication qui permettent d'avoir un relais. Voilà, donc est-ce que c'est compliqué à réaliser? On a bien préparé ça parce que ça demande quand même une certaine vérification, surtout pour ces éléments-ci qui sont en fait tous les interfaces de ce qu'on ne soit pas assimilé à une plateforme de crowdfunding. Donc, on doit avoir une réglementation FSMA qui est extrêmement rigoureuse et une réglementation sur le suivi des informations que chaque personne qui contribue au projet, puisque ce n'est pas du don, ce sont des personnes qui sont invitées à soit prendre une part de coopérateur, soit une obligation subordonnée qu'on a émise. Et donc, elles sont obligées par le système de paiement qu'on a mis ici en place de prendre connaissance des informations et notamment du risque d'investissement, puisqu'ils deviennent actionnaires coopérateurs de Novacitis ou investisseurs. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Et ça nous demande un peu de gestion, mais ça nous demande surtout d'avoir anticipé en amont comment présenter le projet et que donner comme outil à ces personnes. Complémentairement, et j'en aurais fini ici, que font ces ambassadeurs? La plupart ont des réseaux très spécifiques, que ce soit dans le domaine culturel ou économie solidaire ou entreprise. Eh bien, la plupart nous demandent alors d'organiser conjointement avec eux quelques activités pour faire parler du projet, que ce soit une journée sur le site pour le réseau propre ou une journée dédiée plutôt à un côté plus culturel, voilà, où on fait la présentation du projet pour le réseau surtout. Donc, voilà. Donc, à quoi nous sert cette plateforme qui a été mise en place assez récemment et qu'on pense pouvoir utiliser aussi, on va le réadapter au fur et à mesure pour ne pas que ce soit une levée de fonds uniquement, mais que ce soit aussi une communication avec nos coopérateurs, parce nos 4 profils de coopérateurs sont dessus, c'est-à-dire les gens qui sont attirés par les valeurs du projet, d'autres pour son côté entrepreneurial coopératif, d'autres pour son implication sur des valeurs citoyennes collectives et encore d'autres pour sa capacité de créer ou de co-développer une initiative dynamique à Liège avec d'autres partenaires. Je vois qu'Aurore de Halleux est ici. Et donc, par exemple, Citizen Fun est un des coopérateurs récents de Novacitis et s'est inscrit sur la plateforme. Donc, voilà. Voilà, et donc du coup, il y a une question d'Aurore justement pour toi, Catherine. Utilisez-vous un prestataire de paiement en ligne? Si oui, lequel? Ou envoyez-vous des instructions de paiement? Le prestataire, en fait, ici, c'est une interface Stripe. Donc, c'est ce qui nous permet de faire le paiement électronique. Mais on a un accord avec la société avec laquelle on a mis en place cette plateforme et que ça nous coûte très, très peu de sous, en fait. Voilà. Et sinon, le reste des paiements, c'est nous qui le gérons en interne. Ok, merci. Du coup, je prends la parole, c'est plus simple. C'est plus simple. Effectivement, c'est un des challenges de mettre des paiements en ligne, c'est qu'ils prennent quand même un certain pourcentage des montants qui est quand même ou qui peut être assez conséquent pour prise de part, quoi. Donc, et de façon très claire, c'est une des motivations pour laquelle on a décidé de créer notre propre plateforme pour gérer nous-mêmes ces éléments-là et faire une chaîne de valeur continue. C'est-à-dire que je ne le sous-traite pas, on le fait nous-mêmes. Donc, ça nous coûte beaucoup moins et en plus, on a négocié assez fermement ce contrat. Oui. Donc, parce qu'on l'a créé, en fait. On a permis à cette société de créer une plateforme pour les coopératives. Ça n'existait pas précédemment. Ils ne faisaient que pour des ASBL. Donc, ils appelaient ça un suivi de donation. Ils travaillaient beaucoup dans Flandre. Donc, on était les premiers à leur demander est-ce qu'on peut travailler ensemble et créer un produit ensemble. Donc, on a aussi un accord. On a ce qu'on appelle les droits de mutation, c'est-à-dire chaque fois que vous avez un paiement, il y a une petite somme qui est payée à une autre société. Donc, ça, on a fait en sorte que ce soit réduit à peau de chagrin, quoi. D'accord. Okay. Oui, parce que Stripe, c'est quand même 2-3% ou même 4%, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est beaucoup moins. On a fait en sorte que ce soit moins, en fait. Ok, chouette, tant mieux.
Et ici, Catherine, moi j'ai une question aussi. Combien de coopérateurs vous ont rejoint sur cette plateforme? Donc, on en a 40 qui se sont inscrits. Ouais. Dedans, il y a essentiellement des gens. Comment? Il y a eu 32 nouveaux coopérateurs. Oui, voilà. Via ces 40 personnes, on en a 32 qui sont arrivés en quelques semaines, parce qu'on n'est pas hyper visible encore avec cette plateforme, puisqu'on est en train on est dans une phase où on retravaillera aussi, on est en train de retravailler la stratégie de marketing, parce qu'on a aussi l'expérience des anciennes levées de fonds qui voient on a une connaissance plus approfondie de notre public coopérateur. Voilà. Ok, super. Super, super. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Catherine et Manon? Mais moi, j'avais une question justement par rapport au levée de fonds. Est-ce que vous voyez ça comme étant plus avantageux de travailler avec une plateforme qui va gérer les fonds ou d'avoir en fait plutôt des promesses de dons qui se confirment par virement par après? Pour moi, tout est possible. On sait que beaucoup de coopératives font des promesses de dons qui se concrétisent. Ceci, c'est équivalent à une promesse de don, puisque de toute façon, la personne, par exemple, s'inscrit, paye, et puis nous derrière, on a la situation d'aller vérifier qu'elles sont inscrites. Enfin voilà, c'est le même principe en fait. Cette plateforme-ci est un peu différente d'une promesse de don, c'est-à-dire que c'est l'étape où ces acteurs-là font réseau en fait. Donc ça fait un essaimage. Voilà, c'est comme des plateformes Facebook, si vous voulez. Ça fait des essaimages, sauf qu'ici, c'est géré en interne, c'est géré par la communauté. Ça crée une communauté. Donc, ça a aussi un avantage essentiel. C'est pas tellement la levée de fonds en tant que telle, c'est de créer des liens beaucoup plus forts aux coopérateurs, qui était un peu la question de cette table ronde. C'était comment on crée des liens plus forts aux coopérateurs, par exemple, dans le cadre des levées de fonds ou des développements. Et nous, la plateforme ici, nous sert essentiellement à ça. Voilà. Merci. Merci. Super. Parfait. Si on a plus directement de questions pour Catherine, moi je propose peut-être d'entendre s'il y a d'autres questions en particulier ou alors de peut-être laisser la parole justement à Joël. De la tricoterie, en vue de savoir justement comment est-ce qu'à la tricoterie, est-ce qu'on a créé l'engouement des coopérateurs existants pour étendre éventuellement le réseau de coopérateurs et qu'elle nous explique un petit peu mieux comment ils ont procédé pour parvenir à ça. Voilà, bonjour à tous. Je vois qu'il y a une question. Mais... Oui, c'est peut-être important. Oui, c'était une question d'Olivier. Est-ce que cette plateforme peut être utilisée aussi par d'autres coopératives? Non, c'est la nôtre. Ici, on l'a créée pour nous. Par contre, on a discuté avec cet opérateur qui s'appelle Raise and Shine, que vous connaissez sûrement, et à qui on lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne développez pas ce produit pour d'autres coop, quoi? Ouais. Pour moi, c'est éventuellement aussi je vois que c'est OpenFlow, donc vous êtes spécialisé en IT aussi. On peut en parler, franchement, parce que je trouvais que c'est étonnant. Enfin, franchement, ça existe. Je suis désolée, mais il existe l'ITA, il existe plein de trucs. Et je dis, bon, est-ce qu'on ne créerait pas une plateforme? Je ne sais pas si ça vaut la peine d'avoir chaque fois des plateformes collectives ou pas, mais moi, ça m'intéresse. Je ne suis pas contre d'en parler, quoi. Mais en tout cas, c'est un bien qu'on a développé en interne et qui est. Voilà. Mais le principe en tant que tel peut être appliqué par d'autres, il n'y a pas de souci. Si je peux me permettre, c'est vraiment très intéressant à développer. Il y a juste un aspect auquel il faut être attentif, c'est que les fonds doivent être directement redirigés vers les coopératives en question. S'il y a un transfert via un compte commun, alors là, c'est pas possible, quoi. C'est le principe. Si vous faites ça pour plusieurs coopératives, vous devenez une plateforme de levée de fonds, quoi. Oui, alors il faut un agrément. Et donc ça, c'est pas pareil. Voilà. La particularité de le faire en tant que bien propre, c'est que vous le faites pour votre propre compte et que vous n'êtes pas vous avez une réglementation qui n'est. Voilà. Donc, est-ce que d'autres peuvent l'utiliser du genre, c'est un outil qui m'intéresse, est-ce que je peux le faire pour ma coop? Why not? Mais si vous voulez le faire pour autrui, ça devient autre chose. Je pense que Raise and Shine aurait un intérêt à en fait proposer cet outil aux coopératives en disant voilà, on a un plugin, on sait se plugger sur votre site.
pour que chaque coopérative en fait puisse avoir l'outil adapté à sa propre coopérative. Ça leur appartient, c'est leur Oui, développement complètement. musical, hein. Moi, je ne suis pas actionnaire de Redenshine. Ok, merci pour les précisions. On Voilà. revient vers Joël du coup. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, nous, à la tricoterie, on est une coopérative effectivement depuis le début, donc depuis 2008, où on avait fait ça de façon artisanale, comme à peu près tout ce qu'on fait dans notre projet. C'est-à-dire qu'on avait réuni des amis de façon hyper informelle autour de notre projet. Et il y a 1 an et demi, on a eu la possibilité d'acheter le bâtiment qui est mitoyen à la tricoterie. Donc, juste pour les personnes qui ne connaissent pas notre projet, en 2 mots, on l'a appelé Fabrique de liens, puisque ce qui nous obsède, c'est justement la rencontre entre les gens, l'envie de redonner du sens au lien social et de prendre soin les uns des autres. Donc, ça, c'est le cœur de notre projet. Et donc, il y a 2 ans, plus ou moins, on a eu la possibilité d'acheter le bâtiment mitoyen à la tricoterie pour faire une salle dédiée à la culture. Pour le moment, nos espaces sont polyvalents. Et donc, notre envie était vraiment d'avoir un espace où la culture prévalerait sur notre activité événementielle. Et donc, on était soumis à l'accord de la commune pour pouvoir ouvrir. Et on a eu cet accord en plein confinement. Et donc, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est un moment très dur pour la tricoterie parce qu'on a dû tout arrêter. Et en même temps, c'était une possibilité, comme on l'appelle nous, un pari fou de se relancer dans une nouvelle aventure. Et donc là, on a eu l'idée, on s'est dit, la tricoterie, c'est une coopérative. On n'a pas forcément communiqué là-dessus. On a acheté toutes les briques de ce bâtiment qui est quand même grand. Voilà, on s'est dit que c'était un pari et donc on a fait ce pari d'ouvrir la coopérative. On n'a donc pas d'expérience de vraiment, comme vient de l'expliquer Catherine, de faire appel à nos coopérateurs pour lancer une deuxième levée de fonds, puisque c'était notre première aventure. Par contre, ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'était la volonté d'impliquer les coopérateurs plus qu'à une assemblée générale, plus qu'à des réunions. Notre volonté, puisqu'on a un lieu culturel, c'était d'intégrer les coopérateurs à ce qu'on a appelé la programmation participative. Donc notre volonté, c'est de permettre aux coopérateurs de donner leur mot sur ce qu'ils souhaitent être programmés, que ce soit en théâtre, en musique, en conférence, en débat, en atelier, au sein des murs de la tricoterie. Donc c'est comme ça que petit à petit, on a essayé de prendre notre bâton de pèlerin et de convaincre les gens. On a aussi fait une plateforme, nous, on n'est pas passé par des plateformes existantes parce que voilà, on avait envie peut-être de fonctionner de façon plus artisanale, plus petitement, et donc on est passé par, on l'a créé nous-mêmes en interne en fait. On est aussi passé par Stripe au niveau du paiement en ligne. Et donc voilà, notre levée de fonds s'est déroulée en 2 mois. Et donc la petite expérience qu'on en a eue, on a été coaché par des gens qui nous ont vraiment appris à travailler avec ce qu'on appelle des cercles, c'est-à-dire de convaincre d'abord le premier cercle, des gens qui sont proches, avant de faire appel à la presse, avant de communiquer au 2e et 3e cercle. Donc, s'il y a des questions là-dessus, je veux bien expliquer comment ça s'est passé pour nous. Mais donc voilà, on a vraiment travaillé plutôt de façon en contactant des gens autour de nous. Et puis effectivement, les premiers coopérateurs nous ont quand même été des ambassadeurs pour nous aider à diffuser les choses. Mais on a aussi fait un petit kit qui passait par mail. Donc c'était un peu comme ce que Catherine a expliqué, mais je dirais de façon un peu plus modeste et plus artisanale. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou des réactions à ce que Joël vient de nous expliquer? Moi, j'aimerais réagir quand même parce qu'avec cette levée de fonds, vous avez quand même levé presque 600 000 euros, je pense. Donc, ça fonctionne quand même. Donc, voilà, c'était important de le dire aussi sur le montant, je trouve. Oui. Il y a Olivier. Juste pour quelque chose un peu plus, si tu veux bien, expliquer les cercles. C'est intéressant. J'ai pas du tout entendu la question, mais... Tu m'entends quand je parle? Oui, là, je t'entends. Donc, je demandais, ça m'intéresse de savoir un peu plus sur les cercles que tu expliquais, justement, si tu veux bien un peu détailler.
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on s'est fixé un objectif qui était donc 500 000 euros. Ça nous semblait un peu fou. En réalité, personnellement, je n'y croyais pas. On a créé la tricoterie avec mon compagnon et lui, il y croyait à fond. Donc voilà, on s'est dit, j'y croyais pas parce que d'abord, on n'a aucune expérience là-dedans et aussi parce que on l'a fait là en janvier, de janvier à mars sur 2 mois. Et donc, voilà, je pensais que c'était vraiment pas le moment pour que les gens investissent dans la culture. On avait en plus l'entrée de minimum était de 230 euros. Et donc, comme on vient du secteur culturel, on sait que voilà, ça représente malgré tout un grand montant. Et donc, ce qu'on nous a appris, on a aussi consulté beaucoup d'autres coopératives, notamment Newbie, qui était un peu notre modèle pour la levée de fonds qu'ils ont fait, et puis d'autres gens très bienveillants avec le projet. Et donc, ils nous ont expliqué qu'on travaillait avec 3 cercles pour schématiser. Le premier cercle étant donc les gens qui sont vraiment proches, les gens qui sont nos amis, les gens qui sont déjà coopérateurs, notre famille, en leur expliquant le projet de façon très... Enfin voilà, en gros, on les rencontrait, on les appelait, on expliquait vraiment notre projet et les avantages qui, comme disait Catherine, qui est, voilà, on rentre dans un capital, nous on a acheté nos bâtiments, donc c'est pas un investissement qui est porté sur quelque chose d'abstrait ou le risque est quand même limité puisqu'on a nos bâtiments, donc ça je pense que ça a joué en notre faveur. Et nous au départ on pensait on va contacter nos amis, on va contacter le grand public de la tricoterie qui est le cercle 2, donc des gens qui sont un peu plus loin, mais qui ont déjà vécu quelque chose en rapport avec notre projet. Et le cercle 3, qui est des gens qu'on ne connaît pas et qu'on toucherait via la presse. Et donc, nous, on pensait spontanément, voilà, on a 2 mois, c'est pas beaucoup. Et ce temps de 2 mois était aussi important parce que nous, on nous a vraiment conseillé de dire que le côté d'urgence, je voyais sur le site de Catherine qu'il y avait un timer, donc c'est vrai que nous aussi on a joué là-dessus. Dès qu'on arrivait sur notre site, on voyait le temps qui défilait, et donc voilà, de jouer sur la notion d'urgence. Il nous reste 1 mois et demi, il nous reste 1 mois, il nous reste 2 semaines, il nous reste 2 jours. Voilà, en tout cas, on nous a conseillé. C'est vrai que on a vu que c'était assez pertinent de fonctionner comme ça. Et donc, l'idée, c'est que les gens qui ne connaissent pas la tricoterie du tout ne vont peut-être pas accorder du crédit si on voit que l'objectif est de 500 000 et qu'on a 20 000 euros. Et donc, on a dû étaler, si tu veux, dans le temps, cette communication-là aux différents cercles. Donc, on a commencé pendant les 15 premiers jours avec notre cercle 1. On a eu de la chance parce que ce cercle 1 a répondu et donc on a pu, je pense qu'on a commencé à communiquer au grand public quand on avait déjà 100 000 euros, donc c'était déjà 1/5. Et puis on a attendu d'être quasiment à la moitié pour contacter la presse. Et donc voilà, chaque jour qui passait, on pouvait s'appuyer sur les gens, si tu veux, qui rejoignaient la coopérative. Et alors, on a nous aussi très fort communiqué sur, donc, 1, le temps qui passe, 2, le montant qui, si tu veux, augmente, et puis surtout sur les citoyens ou les structures qui ont rejoint. Donc, on avait vraiment ces 3 petits camemberts sur la homepage du site, le temps qui passe, le montant qui est récolté, et puis les coopérateurs qui venaient. Donc, on voyait qu'il y avait déjà 50 nouveaux coopérateurs, et puis 100, etc. Et donc, voilà, on a senti, en tout cas c'est les retours que des gens proches du projet nous ont fait, qu'il y avait beaucoup de gens qui finalement se connectaient presque tous les jours pour voir où on en était. Des gens étaient là hyper inquiets en disant merde, maintenant on patine. Et alors aussi quelque chose de très important, c'est qu'on nous avait expliqué qu'au début, on va avoir des réponses positives parce que ce sont des gens proches et qu'il faut essayer de garder un peu stratégiquement les gens du cercle 1 pour le milieu de la campagne qui est plus compliqué, qui est un peu plus laborieuse. Et donc, il faut essayer en gros de ne jamais stagner, quoi. Donc, bien sûr, il peut ne rien se passer pendant 2 jours, mais si pendant 1 semaine, il ne se passe rien, voilà, de nouveau, ça décrédibilise un petit peu la campagne en général. Et donc, on a aussi demandé aux petits anges gardiens de dire, voilà, c'est super, vous voulez participer, si c'est possible de ne participer que dans 2 semaines, par exemple, voilà. Donc, il y a eu un peu de stratégie, donc c'est pour ça que je disais c'est à l'artisanal, c'est-à-dire qu'on a quand même essayé d'intervenir avec notre bon sens, on va dire, et les conseils qu'on nous a donnés pour essayer de répartir cette campagne sur les 2 mois qui était quand même un timing assez court. Super, je vois qu'il y a une main levée.
Merci, hein, c'est très instructif. Je vois que Catherine a levé sa main pour réagir. Donc moi, je voudrais savoir quelle est la maturité de la tricoterie, du genre, vous existez depuis combien de temps? On existe depuis 8 ans. Oui, c'est ça. Donc vous avez un public qui vous connaît essentiellement pour le secteur culturel, je pense, hein? Et vous aviez un public, vous aviez combien de coopérateurs quand vous avez fait cette levée de fonds? On avait 45 coopérateurs Ah oui. depuis le début, depuis 8 ans, qui sont vraiment des gens très très proches du projet. Certains font partie de l'équipe interne. Et effectivement, on a un public, enfin le grand public qui nous suit pour nos activités culturelles est grand, enfin voilà. Mais notre autre axe de travail, c'est l'axe événementiel, c'est-à-dire que notre modèle économique, c'est qu'on loue nos espaces avec l'aspect durabilité, ça c'est un peu transversal à tout notre projet, mais donc on essaye en gros, on loue nos salles pour nous payer notre projet de cœur, puisqu'on n'a pas encore beaucoup de subventions, ça commence à changer, c'est très bien, mais pour le moment, on est quand même assez indépendant de ce point de vue-là. Donc le premier cercle, c'est 45 personnes, et puis le deuxième, etc., c'est tous ceux qui sont passés par vos événements, donc ça représente des milliers de personnes finalement. Oui, par exemple, sur Facebook, on a plus ou moins 30 000 personnes qui nous suivent. C'est ça. Voilà, donc on va dire qu'il y avait un noyau. Et deuxième chose, c'est vous avez dit que vous avez des deadlines. C'était quoi votre enjeu? Du genre, est-ce que vous aviez le bien et vous vouliez l'aménager, c'est ça? C'est ça. On avait en fait effectivement mis cette option d'achat bien avant le confinement, donc on pensait jamais faire une levée de fonds. Et puis quand on a eu l'accord. C'est pour un achat, c'est ça? Oui, mais la levée de fonds était pour l'aménagement des espaces. Donc, l'achat était fait, on n'avait plus le choix, on s'était engagé. Donc, voilà, donc on a recontracté un prêt à la banque, etc. Mais vu le contexte, c'était impossible pour nous d'aménager l'espace parce qu'il y a énormément de travaux, quoi. Donc, du coup, voilà, l'idée de la levée de fonds, c'était de nous soutenir dans cet aménagement-là, sachant que voilà, si on avait 100 000 euros sur les 500 000, ben, ça allait prendre plus de temps. Donc, ça ne mettait pas en péril, on va dire, le projet, mais l'ouverture et le timing, on va dire, de ces nouveaux espaces. Et alors, la dernière chose, c'est vous avez dit plusieurs fois, on nous a donné des conseils. C'est qui ce on? Mais donc, au milieu de la campagne, j'ai eu la chance j'ai un peu toqué comme ça auprès de la porte de l'équipe de Newbie, parce que voilà, c'était un mode, enfin, on avait suivi nous comme des fans leur campagne, et donc voilà, c'était un peu un modèle. Donc, ils ont passé 2 heures avec moi pour m'expliquer voilà comment ils avaient fait, voilà. Mais avant ça, on a eu un gars qui s'appelle Maxime Bach qui fait partie enfin, il y a avant pour Groupe One, donc Village Partenaire, Mundo B, etc., qui sont basés à Bruxelles. Et donc, lui, il a vraiment énormément l'expérience de mener des campagnes de levée de fonds. Il ne travaille plus pour Groupe One maintenant, mais donc voilà, c'est devenu un ami. Maxime Bach. B-A-C-H? B-A-C-Q. B-A-C-Q. Merci. Oui, de rien. J'aimerais bien venir voir votre bâtiment. Avec plaisir. Contact avec vous, oui. Ouais, et au passage, je le glisse, mais c'est vraiment, il ne faut pas hésiter entre vous. C'est pour ça qu'on fait les caravanes aussi, c'est réseauter, échanger, etc., quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller toquer aux portes comme l'a fait Joël. Il y a plein de ressources entre coopératives ou entre ASBL, etc. Donc n'hésitez pas. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à Joël? Sinon, on pourrait passer désormais la parole aux interlocuteurs masculins qui attendent bien sagement. Je propose qu'on fasse maintenant une alternance. On a commencé par une Wallonne, on a suivi par une Bruxelloise. Donc, je suggère un Wallon pour la suite. C'est une manière ou d'une autre de vous départager. Donc, je passe la parole à Michel et qui lui va nous expliquer un petit peu justement comment est-ce que les coopérateurs existants sont impliqués dans la recherche de nouveaux coopérateurs avec des processus de parrainage. Enfin voilà, il va vous en dire plus comment est-ce qu'ils arrivent à trouver de nouveaux coopérateurs. Il va aussi parler un petit peu juste pour cadrer quel est son produit, même si quand on entend vin du pays de Herve, on se doute de quoi ça parle. Mais je te laisse la parole, Michel. Bonjour tout le monde. Donc, notre coopérative, ça va pour le micro, c'est toujours bon. Notre coopérative a maintenant 4 ans, elle a été créée en 2017. Nous avons la chance d'avoir bouclé la boucle, c'est-à-dire non seulement avoir fait du raisin, mais maintenant avoir fait les premières vendanges en 2020 et avoir le premier vin.
ce qui fait en sorte que tout ce qui était hypothétique, on va dire, dans le passé, lorsqu'on faisait des recherches de fonds en 2017, 2018, 2019, on était toujours en train de faire des promesses, des promesses, des promesses. On voyait à un moment donné le raisin, mais toujours pas le vin. Là, ça y est, on a eu nos premières bouteilles, mais nos premiers 2000 bouteilles se sont vendues très rapidement au travers des coopérateurs. Donc, on a cette autre frustration. Alors, c'est très difficile de faire des dégustations. Le volume n'est pas encore là. Il s'en va directement chez les coopérateurs. Mais bon, tout ça, c'est finalement qu'un tout petit problème par rapport à une difficulté, par rapport à un projet où on ne fait que des promesses. Maintenant, la promesse est réalisée et ça va se répéter chaque année. Donc, je ne vous cacherai pas l'importance, naturellement, du bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est un vecteur très important. Non seulement pour ces fameux coopérateurs qui ont reçu du vin, ils en sont contents, ils en sont même un peu fiers. Donc, naturellement, on va jouer cette carte de fierté pour, et là, j'ai bien entendu Catherine et Manon, l'idée d'ambassadeur, peut-être. On n'a pas encore du tout fait, mais voilà, je peux partager, par exemple, je partage mon écran simplement 2 minutes pour vous montrer une page sur notre site internet. Seconde. Voilà, donc notre site internet est vindupaysdef.be, bien sûr. Et il y a dans tout ça la page des témoignages. Et ici, on voit naturellement Luc, qui est un de nos coopérateurs, qui parle de son expérience. Et puis à un moment donné, les raisins sont beaux. Et j'ai pris de plus en plus confiance dans ce projet et j'ai décidé de souscrire 2 parts supplémentaires. Donc, ce genre de témoignage a naturellement été envoyé via MailChimp. Donc, on utilise MailChimp, nous, pour les envois de masse. Et ça a été envoyé à tous les coopérateurs. On peut retrouver ici Stéphanie qui fait son témoignage, etc. Stéphane, qui est un germanophone d'ailleurs. On a des amis ici, surtout Laurent qui a amené ses amis. Et on commence à voir les dégustations, le vin, etc. Donc, on essaye de partager des petits résultats parce que tout ça, ça va nous aider dans la recherche de coopérateurs supplémentaires. Donc, en effet, nous avons pour l'instant un petit million d'euros, mais nous ne nous arrêterons pas là. On va aller vers le second million à un moment donné. Donc, le premier million, c'est en 4 ans pour créer, on va dire, du raisin à la bouteille, mais nous avons la volonté de faire intervenir beaucoup plus le cheval de trait sur nos parcelles et de construire un autre chai qui soit un chai enterré, qui va aller, enfin voilà, pour faire plus de no-tourisme et encore de fierté pour le pays de Herve. Alors, on implique, nous, nos coopérateurs à beaucoup de niveaux. Si vous fouillez un peu notre site internet, vous retrouverez 6 groupes de travail différents. Donc, un groupe de travail vigne, donc des gens qui aiment vraiment simplement passer leur journée. Et donc, c'est du bénévolat. Ils viennent dans la vigne. Il y a plus ou moins, dans un groupe de 40 personnes, 5 à 6 personnes vraiment très, très fréquemment. Donc, quasiment toutes les semaines, elles sont là, elles sont retraitées souvent et elles viennent travailler à la vigne. On a un groupe de travail communication, on a un groupe de travail finance, on a un groupe de travail sur le chai, on a un groupe de travail qui est assez nouveau, événements. Donc, la volonté de créer des événements. Ce sont des gens, au départ, c'était Fabienne et Pierrot, 2 coopérateurs, mais depuis le début, c'était ceux qui étaient derrière le bar. Eux, ce qu'ils aiment, c'est la convivialité, servir, etc. Et donc, on fait des événements. On a un vin chaud entre Noël et Nouvel An. On a ce qu'on appelait le wine for cheese, c'est-à-dire une activité où on fait un accord entre fromage et vin. Vous imaginez bien Herve et son fromage. Naturellement, on a d'autres fromages régionaux et les accords fromage-vin. On est en train de développer une balade et de pique-nique à travers les vignes, etc. Donc, le site que vous voyez là-bas, c'est un site Wix qui est géré à nouveau en interne. Ce n'est pas très compliqué, mais on a surtout eu la chance à un moment donné, et vous allez entendre le mot une seconde fois, d'avoir le fameux Stripe
qui est venu se coller, si je puis dire, sur le site, si bien que dans notre boutique, si on va dans notre boutique, on peut aussi bien acheter des parts que du vin, que de la prévente, etc. Et tout ça est lié avec Bancontact et Visa. Et donc, le prix de Stripe est de 1,4%. Donc, nous, majoritairement, voire presque totalement, tous nos coopérateurs viennent avec un Google Docs, ils remplissent un Google Docs et ils font leur virement derrière. Et ça marche assez bien. Le coût est naturellement de 0. Enfin, coût externe est de 0, donc aucune perte. 500 € la part, 500 € reçus. Mais s'il y a vraiment des personnes qui, sur l'impulsion à un moment donné, veut acheter une part en direct, même sur son smartphone, il pousse, il valide, il a dépensé 500 €, même via son smartphone. Ça s'est passé, on va dire, moins de 5 fois. Mais je suis quand même content de l'avoir. 5 fois, c'est 5 fois 500 €, c'est 2500 €. La personne était prête, elle l'a fait, hop, elle s'est inscrite. C'est par après alors, sur base du paiement, que je suis allé le retrouver, chercher l'adresse, l'email, le numéro de téléphone, etc., que je n'avais pas naturellement avec Stripe. Alors Stripe aussi me permet de faire des prépaiements, c'est-à-dire je ne fais pas une activité, le wine for cheese ou la balade et le pique-nique. Les gens vont toujours prépayer parce qu'on sait naturellement que lorsque les personnes ont prépayé l'événement, même s'il pleut un petit peu, la personne se déplace quand même. Et nous, en termes d'achat, achat de fromage, achat de vin, etc., c'est prépayé. Donc, le risque est finalement de 0 en termes d'événement, étant donné qu'il est complètement payé. Alors, on fait des dégustations privées. Je remercie aussi Joël, que j'irai certainement visiter aussi au niveau de la tricoterie pour voir un petit peu. Mais ces fameux cercles, c'est important, hein, le cercle des amis, etc. J'imagine naturellement que les ambassadeurs peuvent nous ouvrir d'autres cercles, et ça, c'est très, très bien. Et naturellement, la presse, c'est le 3e cercle. Donc, dès qu'on a quelque chose que l'on peut annoncer, vous allez voir dans notre onglet presse, c'est un peu notre pressbook. Vous pouvez remonter là jusqu'en 2017 et il y a aussi bien de la vidéo que de la... Enfin, c'est très important pour apporter des nouveaux coopérateurs. Je veux dire, les centaines de coopérateurs que nous avons actuellement, on n'en connaissait finalement que très très peu. La presse nous en a apporté énormément. Donc, alors, est-ce que parfois on a essayé de faire un système parrainage en disant vous nous apportez quelqu'un, hop, vous aurez éventuellement 6 verres. Des 6 verres avec de logo, ça nous coûte 12 €, il faut le savoir. Ou bien si vous nous apportez un nouveau coopérateur, vous aurez éventuellement une bouteille. Ça nous coûte à nouveau 12 ou 14 €. On y réfléchit. C'est clair qu'on y réfléchit. Et d'ailleurs, pour l'instant, il nous reste quelques bouteilles simplement d'affineuse. L'affineuse, c'est notre assemblage de Sauvigné gris et de Muscat Ris, qui est en rupture de stock dans notre boutique, mais nous avons gardé quelques bouteilles pour des nouveaux coopérateurs. Donc, si même nos bouteilles sont en rupture de stock, sauf l'effervescent, mais qui lui est en préparation, donc il n'est pas disponible immédiatement, c'est de la prévente, nous offrons des bouteilles. En fait, un peu comme tout le monde, je pense, on essaye. On fait rarement des erreurs, mais parfois on lance des choses qui ne donnent rien. Donc, c'est surtout, on essaye de ne pas faire des erreurs. Vous avez des questions? Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions en effet? Non, je regarde. Super. Michel, tu peux peut-être arrêter le partage d'écran alors? Oui. Merci. Eh bien, voilà, je propose du coup qu'on passe à l'échange avec Renaud qui travaille pour Urbike et qui va aussi du coup nous parler du rôle des coopérateurs lors de l'organisation de leur premier puis deuxième appel à l'épargne, et avec un focus peut-être sur l'impact que les coopérateurs de la première vague ont eu par rapport
l'appel de la seconde vague. Voilà. Tout à La parole est fait. à toi. Bonjour. Merci. Merci. Passionnant témoignage. Merci vraiment. Alors que là, je pourrais être moins concerné. C'est vraiment hyper intéressant de voir comment est-ce qu'il y a beaucoup de synergie et ce qui, je pense, justifie pleinement ce côté de rencontre et d'échange au niveau de la caravane coopérative parce qu'on partage tous des réalités assez similaires. Voilà, j'ai fait mon commercial de la caravane. Merci. Je me retrouve dans le discours de Joël, moi, sur ce côté, une approche assez artisanale, fait nous-mêmes, on a construit, mais avec une volonté d'avoir un message assez pro, hyper cadré, avec des objectifs ambitieux. Ça traduit assez bien ce qu'on a essayé de faire nous. Donc, c'est vrai qu'au niveau des outils, on a tout développé nous-mêmes. On a géré nos différents appels à l'épargne, nos 2 appels maison. On a créé nous-mêmes notre site alors qu'on n'est pas du tout développeur et web designer. On a créé des petits modules aussi pour s'inscrire, des formulaires pour prendre des parts, tout ça via WordPress, ce qui nous a permis de fluidifier au maximum le processus pour devenir coopérateur, trouver de l'information avec des questions-réponses, etc. On a globalement beaucoup travaillé sur la documentation de ce que voulait faire Urbike et pourquoi. Parce que donc Urbike, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est une coopérative de cycle logistique active à Bruxelles. Et on a un objectif sociétal ambitieux qui est de transformer la mobilité des marchandises en ville pour contribuer à l'accélération de la transition des villes vers plus de durabilité et plus de valeur humaine, etc. Donc, on a un gros projet d'innovation logistique, prouver que le vélo cargo et les solutions de remorque peuvent transformer les camionnettes en vélo cargo, donc contribuer à plein d'externalités positives en matière de qualité de l'air, de lutte contre la congestion routière, etc. Et il y a un très fort enjeu social dans le projet, en tant que coopérative ancrée dans l'économie sociale. On a le projet d'intégrer pleinement les travailleurs, et en particulier les coursiers, dans le projet de la coopérative, pour valoriser le métier de livreur à vélo et travailler aussi sur l'amélioration des conditions de travail au niveau de la logistique dernier kilomètre, offrir des contrats salariés, des protections, des assurances, etc. Là où dans le secteur de la logistique, et en particulier de la logistique à vélo, avec toute l'économie de plateforme, il y a une grosse précarisation du travail. Et d'ailleurs, on ne parle plus de travail, on parle de compléments, ce genre de choses. Donc voilà, en 2018, on a créé la coopérative en mars. Et en fait, en mai, on a lancé notre premier appel à l'épargne avec rien d'autre qu'une promesse. On allait créer une coopérative qui allait porter ces 2 missions. Une mission d'innovation logistique avec un dossier qu'on était en train de finaliser, un dossier de subventionnement auprès de la région bruxelloise, dans lequel on se proposait de tester pendant 2 ans et demi des projets pilotes avec des clients de premier plan comme Bpost, Deleuze, Multifarma, la CSD, enfin des très gros clients avec un très gros impact logistique, potentiellement des très grosses contraintes. Et du coup, on était en train de finaliser ce dossier. On n'avait aucun accord, aucune certitude que le dossier allait passer. Et on a réalisé notre premier appel à l'épargne pour récolter 100 000 € pour avoir une capacité de financement, en tout cas de cofinancement de ces 2 années de projet. Et là, clairement, on a réuni uniquement le premier cercle, les amis, le réseau direct, les familles, etc. Par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est que donc, on a beaucoup investi de notre temps, on a beaucoup passé des coups de téléphone. Par contre, en 13 jours, on a clôturé l'appel. Donc, en 13 jours, on a eu 120 coopérateurs qui ont investi 100 000 € sur la seule promesse du projet, les valeurs portées et la confiance en l'équipe de management, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, passé l'été, notre projet il a été accepté. Et du coup, on était déjà plus fort parce qu'on a commencé à vraiment travailler. Et on avait pendant 2 ans et demi un subside qui couvrait pas mal de frais. On avait un récit, un réseau de partenaires dans le projet, avec Febecoop notamment, la Smart, 2 universités. Donc voilà, on avait quelque chose d'un peu structuré sur lequel on pouvait s'appuyer. Et surtout, on avait des coopérateurs qui s'étaient mobilisés très tôt, très vite et de façon assez impressionnante. Et qui en fait, donc le deuxième appel à l'épargne, on l'a lancé 7 mois après, en décembre 2018, jusque février 2019. Et donc, c'était très tôt en termes de temporalité. Et là, l'objectif, c'était de lever 150 000 € supplémentaires. Et là, effectivement, on a réussi à vraiment impliquer nos premiers coopérateurs qui étaient très investis en termes émotionnellement presque et empathiquement dans le projet et qui ont vraiment fait un rôle de relais au niveau de l'appel qui a été vraiment important. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait rencontrer d'autres potentiels coopérateurs, d'autres potentiels investisseurs. On a eu une différente stratégie sur le deuxième appel, c'est-à-dire que dans le premier, la part, elle était à 100 € et on n'avait pas de minimum de part, tandis que dans le second, on avait mis un minimum de 5 parts pour devenir coopérateur.
parce qu'on a constaté que dans le premier appel, on avait beaucoup de coopérateurs qui ont investi comme pour un don, vraiment pour soutenir le projet, les valeurs du projet. Tandis que dans le second, il y avait vraiment la volonté de pouvoir valoriser le côté entrepreneurial, l'impact, etc. Et du coup, on cherchait des investisseurs qui voulaient, des coopérateurs qui voulaient investir et qui étaient dans une démarche de vouloir s'impliquer aussi dans un projet sur le long terme. Et en fait, on nous a un petit peu reproché cette limite à 5 parts parce que on avait notamment pas mal de jeunes qui potentiellement étaient intéressés par les thématiques de mobilité autour du vélo. Et du coup, c'était un peu une barrière à l'entrée. J'y reviendrai parce que du coup, on a fait sauter cette contrainte-là sur le prochain appel. En revanche, on a eu des coopérateurs qui ont investi en moyenne des montants beaucoup plus élevés. En moyenne, c'est des coopérateurs qui ont investi entre 1 000 et 2 000 euros, je n'ai plus le montant exact. Et alors aussi, pendant ce deuxième appel, on a fait l'exercice de demander aux nouveaux coopérateurs par quel canal ils venaient. Et en fait, sur les 94 coopérateurs qui nous ont rejoints entre décembre et février, 35%, c'était du bouche à oreille. Donc, c'est vraiment les ambassadeurs, les premiers coopérateurs qui ont joué ce rôle-là de diffusion. Donc, c'est 35% en termes de nombre de coopérateurs et c'est quasiment 50%, je crois, en termes de montant. Donc, les ambassadeurs sont très convaincants parce qu'ils portent les valeurs et ils ont cette distance par rapport au projet qui fait qu'on leur fait confiance. Ils ont des motivations qui sont différentes des motivations des cofondateurs ou de ceux qui gèrent le projet au quotidien. Et ça, c'est vraiment intéressant de cultiver ça et de s'appuyer sur ce réseau-là. Mais du coup, il est aussi important d'alimenter nos coopérateurs avec de l'information, d'être disponible. Nous, on a un projet qui a plusieurs facettes. Il y a cette facette assez technique et logistique de transformation de la mobilité. Bon, la mobilité est un enjeu sociétal qui nous concerne tous. Donc déjà là, on est sur un sujet qui est déjà assez porteur de lui-même. Mais il y a aussi cette composante sociale par rapport au statut des travailleurs, à la précarisation, beaucoup de jeunes sous-qualifiés qui sont touchés par ces préoccupations-là. Et du coup, on sentait qu'on avait plusieurs axes par rapport au projet et qu'on a des coopérateurs qui arrivent pour des motivations différentes. Et donc, c'est assez intéressant de voir que notre message, il va être porté, il va être teinté différemment en fonction de l'ambassadeur qui va porter ce message. Donc là, je rejoins vraiment mes trois confrères sur la puissance et le rôle des ambassadeurs qui sont vraiment de magnifiques relais de nos projets et des valeurs de nos projets. Et ensuite, la deuxième grande source qui nous a amené des coopérateurs, c'est les réseaux sociaux, beaucoup. Et alors, une newsletter aussi qu'on avait mis en place pour communiquer vers le grand public. Alors, un grand public qui était assez limité. On avait quelques centaines de destinataires au début. Maintenant, on est à quelques milliers, je crois. Mais donc, nous, on a fait dès le départ un gros effort de communiquer sur notre projet, sur l'équipe, sur voilà, toute une série de choses. Et donc, essayer d'occuper un peu l'espace. On est particulièrement présent sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et on utilise beaucoup les réseaux pour essayer d'être présent et d'avoir un relais. Et ça a bien fonctionné. Donc, on a 30% des coopérateurs de la deuxième vague qui sont venus parce qu'ils nous ont entendu parler, ils ont entendu parler du projet sur les réseaux sociaux. Et ensuite, le troisième levier, c'était les médias. Donc, c'est vrai que dès le lancement de notre projet, on a été sollicité, on a sollicité quelques journalistes pour parler du projet, pour faire un peu de teasing sur ce qu'on allait faire pendant les 2 ans. Et du coup, là, on a eu un premier effet, mais qui était assez limité. Par contre, les médias ont commencé à avoir un impact assez significatif à partir du milieu de l'année 2019, car en mai 2019, on a organisé une grande conférence de presse pour lancer officiellement nos premières livraisons, nos premières expérimentations pilotes avec nos grands clients que je citais tout à l'heure. Et là, le fait d'avoir quelque chose à montrer, d'avoir vraiment des livraisons, des coursiers, une équipe qui se structure, fait que c'est beaucoup plus intéressant pour des médias. Ils ont un truc à montrer, c'est très tangible. Et du coup, là, nous, on cultive beaucoup ça, on se rend beaucoup disponible pour parler du projet. Là aussi, on est sollicité pour des demandes très différentes. Mais ça, nous, on estime qu'on a un devoir de sensibilisation, de pédagogie vis-à-vis de notre projet et différentes thématiques de notre projet. Donc, on se rend très disponible aux sollicitations médiatiques. Et en fait, ça nous amène souvent des nouveaux coopérateurs. On a eu la chance d'avoir été sollicité pour participer à quelques reportages ou alors à des documentaires, notamment un documentaire qui a été diffusé sur la RTBF fin d'année dernière, un très beau documentaire qui s'appelle « Le monde respire ». Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je crois qu'il est encore disponible, où il y a eu des intervenants vraiment de premier plan,
Nicolas Hulot notamment, et des focus sur pas mal de projets qui faisaient le changement en Europe. Et là, nous, on a observé que les jours de la diffusion, on a eu quelques nouvelles demandes de coopérateurs. Et donc, ça arrive comme ça. On observe que quand il y a des sujets ou des choses qui nous mettent en avant et qui sont assez diffusées, c'est quand même un canal qui est intéressant. Donc voilà, au niveau des relais, ça c'est sûr que ça a été nos relais importants. Et alors un dernier qui est finalement assez fondamental, c'est les relais plus soit institutionnels, soit d'investissement, institutionnels aussi. Et donc effectivement, nous aussi, Citizen Fund est un de nos premiers investisseurs institutionnels, donc un fonds d'investissement citoyen, mais on a été un des premiers projets soutenus par Citizen Fund. Et là aussi, on a des coopérateurs qui viennent grâce au Citizen Fund. Et donc, il y a ce relais caisse de résonance quand on a des partenaires qui communiquent sur le projet. Financité aussi, même chose. On a des coopérateurs qui viennent parce que le projet il est labellisé Financité, qu'ils en ont entendu parler. Il y a des relais aussi au niveau de certaines fédérations, des clusters dans lesquels on fait partie. Et donc ça, s'appuyer sur des partenaires de votre réseau qui vous aident dans la construction de votre projet. Mais aussi, c'est des beaux relais. C'est des gens qui croient autant dans notre projet que nous et du coup, qui sont là quand nous, on est absents. Et donc ça aussi, c'est des super relais, des très beaux témoignages. Donc voilà, en gros, pour nos différents canaux, en termes de façon très pragmatique, au niveau des outils et des activités ou des tâches qu'on a un peu distribuées à nos coopérateurs pour nous soutenir dans le deuxième appel à l'épargne, ça a été essentiellement travailler sur la visibilité, donc diffuser l'appel, relayer les publications sur les réseaux sociaux, interagir, nous mettre en relation éventuellement avec des nouveaux cercles de candidats coopérateurs. Donc ça a été l'essentiel de ce qu'on leur a demandé. Donc dans cette volonté d'étendre un petit peu le réseau. Et par contre, on a beaucoup de coopérateurs qui nous ont demandé à pouvoir davantage s'investir. Et en fait, c'est par manque de temps à l'époque du deuxième appel où on n'avait pas vraiment les ressources pour mettre en place des groupes de travail et vraiment structurer ce soutien-là avec nos coopérateurs existants. Par contre, c'est un travail qu'on est en train de mener maintenant, puisque l'année prochaine, on va faire un troisième appel à l'épargne où là, on cherche un investissement de l'ordre de 500 ou 600 000 euros. Donc, je pense que on va aussi discuter, Joël, sur votre stratégie parce que on est un peu dans les mêmes montants. Et là, justement, on est en train d'organiser des groupes de travail sur deux chantiers. Un chantier vraiment financier, enfin la stratégie de financement. Est-ce qu'il y a des groupes cibles de coopérateurs à aller chercher et quels sont les messages, quels sont les canaux, ce genre de choses. Et un groupe de travail qui est vraiment plutôt marketing, justement, sur quel est le récit qu'on vend aux futurs coopérateurs, quels sont les coopérateurs qu'on a envie d'attirer, sachant qu'on a différentes catégories de coopérateurs dans l'Urbike, des sympathisants, des investisseurs, des partenaires et des travailleurs. Et du coup, ils viennent pour des motivations différentes. Et du coup, on a beaucoup de ressources de très grande qualité dans nos coopérateurs, des gens qui sont vraiment des professionnels de communication, du marketing ou de toute une série d'autres sujets qui sont investis dans d'autres projets. Et du coup, ce retour d'expérience alimenté par des coopérateurs qui ne demandent qu'à s'investir, on essaie maintenant de le structurer davantage et de le formaliser dans ces groupes de travail. Et donc là, on a réalisé des premières sessions de travail au printemps. Et on a pris date pour la rentrée pour essayer de travailler davantage sur une feuille de route et commencer un peu à responsabiliser des gens, même si on a quand même la volonté n'est pas de déléguer du travail qu'on aurait pu faire à leur place, mais c'est vraiment de piloter, d'animer plutôt des moments d'échange pour brainstormer un peu, saisir des bonnes idées et voir comment est-ce que ce troisième appel peut être un petit peu plus collectivisé. Voilà, en gros, pour ce qu'on a fait jusqu'ici. Super, vraiment, merci beaucoup. Je trouve que c'est très, très riche tout ce qui a été dit là. Est-ce qu'il y a encore des questions adressées à Renaud par rapport à ce qu'il vient de nous expliquer? Je vois Olivier qui lève la main. Ça concerne les trois personnes qui ont parlé. Quel était un peu le niveau ou l'état de tout ce qu'on appelle simplement le data set, par exemple? C'était relativement détaillé, ou bien finalement c'était plutôt des gens qui faisaient vraiment confiance à votre projet, qui
rentrer dans votre projet pour aussi voir le développement futur, mais sans s'appuyer nécessairement sur des plans très détaillés, etc. C'est un peu pour avoir un petit peu d'expérience là-dessus. Donc, tu disais au niveau de la documentation et de ce qu'on a communiqué à nos candidats coopérateurs. En gros, si vous aviez un plan financier super précis, des gens qui ont pris des parts chez vous de soutenir le projet, finalement, sans trop regarder ça au final, c'était les valeurs. Alors, difficile de me prononcer sur un ratio, mais je pense qu'une grosse majorité des gens n'ont pas du tout regardé le plan financier qu'on communiquait. On l'avait mis en ligne, c'était un plan financier à 3 ans où on essayait d'exposer un petit peu les différentes hypothèses. Par contre, on a eu certains candidats coopérateurs, parfois pour prendre une part à 100 € et parfois pour en prendre beaucoup, beaucoup plus, qui eux étaient par contre beaucoup plus intéressés pour aller dans le détail. Et donc là, on s'est rendu disponible pour pouvoir expliquer le plan financier, etc. Donc ça aussi, en fait, nos levées de fonds sont toujours faites dans énormément de bienveillance. On ne s'est jamais senti dans des situations où on se sentait jugé ou presque piégé, où on avait la sensation de devoir rendre des comptes. Du coup, on a toujours été très, très transparent. Mais donc, effectivement, on a communiqué un plan financier. Et il y a un point que j'ai oublié de citer, mais en fait qui est crucial dans la réussite de nos 2 appels à l'épargne, c'est le tax shelter. Il y a la possibilité pour une jeune entreprise débutante d'avoir accès à 250 000 € de tax shelter, donc de réduction d'impôt. Une réduction d'impôt de 35 à 40%, je crois, en fonction de, je ne sais plus si c'est sur les secteurs d'activité ou la taille de l'entreprise ou son âge, mais et ça, c'est un incitant énorme. Et nous, on a beaucoup communiqué là-dessus. Et ça a été un levier dans notre argumentation qui était de dire, voilà, aujourd'hui, si vous investissez chez nous pendant 4 ans et que vous maintenez votre investissement pendant 4 ans, vous avez 40% de tax shelter. Et ça, le tax shelter, on l'a écoulé sur les 2 appels, quoi. Donc, ça a été vraiment un incitant hyper fort. Et du coup, oui, on a communiqué sur ça. Dans le 2e appel, on a beaucoup communiqué effectivement sur l'aspect financier et l'aspect business model, quoi. C'est vrai qu'on a vraiment… l'angle, c'était vraiment investissez dans un projet d'entrepreneuriat à impact. On est très ambitieux. Donc, c'était vraiment la thématique et sans passer à côté des valeurs du projet, évidemment, mais… et on se rend compte qu'on a attiré du coup plus de coopérateurs. Enfin, c'est marrant, dans le 2e appel, on a eu quelques gros investisseurs qui n'avaient jamais investi dans une coopérative. Donc, c'était leur premier projet où ils investissaient dans une coopérative. Et du coup, là où c'est intéressant, c'est qu'ils nous amènent aussi une plus grande pluralité en termes de profil et de sensibilité vis-à-vis de… Tiens, est-ce que vous mettre à fond dans l'économie sociale? Quels vont être les freins? C'est important au niveau des valeurs, mais ils nous challengent un peu aussi sur ça, ce qui permet de sortir un peu d'un entre-soi très idéaliste. Et ça a été assez intéressant du coup, d'avoir ces profils-là très financiers et en même temps, voilà, des gens qui ont beaucoup, beaucoup de valeurs sociales. Je ne suis pas en train de les classer en 2 catégories. Mais du coup, c'est pour ça aussi qu'on a pu mettre ce groupe de travail sur les finances pour notre prochain appel. C'est parce qu'on a des gens qui sont incroyablement compétents, très créatifs aussi. Et ça, c'est hyper riche, nous. Renaud, je vois le chrono qui tourne et c'est le moment où on va devoir rejoindre la session principale. Par contre, il y a des questions qui ont été lancées. Enfin, voilà, ta question, Olivier, elle était aussi adressée aux autres orateurs. Elle est très intéressante et donc… je ne sais pas si on peut poursuivre ça après le retour à la session principale, pendant le réseautage ou d'une autre manière, parce qu'ici, on va être tenu de retrouver tout le monde. Moi, je voulais juste dire aussi que Financité, ce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire, elle a évidemment, et ça fait partie de notre mission pour laquelle on est subsidié en région wallonne et en région bruxelloise pour accompagner justement les entrepreneurs sociaux dans leur levée de fonds. Alors, sur toute une série de volets, évidemment, le volet légal, pur et dur, faire les choses dans les règles, mais après aussi la construction
et le mélange de différentes sources de financement, dont les financements citoyens, mais avec le recours aussi à d'autres outils, comment ces autres outils fonctionnent, comment le tax shelter fonctionne. Enfin, on est vraiment là pour vous aider de manière gratuite, et le volet communication fait aussi partie des choses sur lesquelles on peut vous apporter des conseils, justement parce que vu qu'on a suivi maintenant à peu près 150 structures qui ont fait des appels publics à l'épargne, eh bien on catalyse tous les retours et l'expérience, et on peut soit vous faire part de ce qu'on a appris, soit vous renvoyer vers d'autres structures qui pourraient vous aider et vous donner quelques clés qui seraient intéressantes pour vous. Donc, n'hésitez pas à taper à la porte de Financité. Pour le moment, malheureusement, c'est plutôt envoyer un mail, vu la situation sanitaire actuelle. Mais donc, on est là pour ça, et ce sera bienvenu. Voilà. Voilà, super. Ben, moi, je vous invite, si le sujet vous intéresse, vous n'hésitez pas à continuer la conversation pendant enfin, on laisse encore ouvert, donc vous pouvez encore rester après, soit par petite salle, soit dans la grande salle. Donc, voilà, si besoin, ou alors vous vous recontactez par après. Si vous n'avez pas les coordonnées, vous pouvez passer par moi, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, ça va. Et donc, on peut quitter la salle et quitter la séance. Ça va? Super. Merci à tous. Hein. Merci à tous. On est de retour. Hello, vous êtes les premiers. Ouais. Ah, zut, on a été trop bonnes élèves. Je crois qu'on avait encore des choses à se dire. Et voilà, puis on a dit time. Time. Mais merci à tous, c'était super enrichissant, je trouve. J'espère que tout le monde a pu trouver réponse à ces questions. Et si ce n'est pas le cas, ben, on peut continuer après, comme on a dit, quoi. Donc, voilà. Absolument. Et Pauline, est-ce qu'on irait éjecter les autres pour… Oui, je vais y aller. Je pense que… Attends. Rejoindre. Bon moment, et ça restera de bons souvenirs, d'arriver comme ça chez les gens avec notre chaleur, notre convivialité, quelques petits trucs à boire et à manger, et de présenter le projet face à des gens qui sont là pour écouter la présentation. Et on passait 1 heure ou 2 ensemble dans un cadre complètement informel, et je pense qu'on a récolté beaucoup d'adhésion au projet sur cette première année où on est allé de salon en salon. Voilà. Donc le côté porte-à-porte, ce ne sont pas forcément à considérer comme des témoins de Jéhovah, c'est pas forcément intrusif, ça peut être très bien perçu, et voilà, construire un socle de soutien assez fort. Oui, c'est en fait l'idée d'ambassadeurs qui permettent, d'avoir des coopérateurs ambassadeurs qui permettent de grossir, etc. Et je vois qu'il y a Pauline qui vient. Oui, je viens faire la police. Il est l'heure de rejoindre la salle. Je suis désolée, je coupe un peu les conversations. Mais voilà, les autres sont déjà de retour. Donc voilà, ça va? Là, j'arrête mon partage d'écran, et donc vous retournez dans la salle. En bas à droite de votre écran, vous avez un bouton qui dit quitter la salle. Un module de paiement en ligne, mais on ne l'a pas mis tout de suite. Oui, bah nous, on fait comme ça aussi pour le moment. Mais donc, voilà. Chouette, merci. Mais je vois que tout le monde est en train de nous rejoindre progressivement. Ils arrivent. Trop bien. Et bah, du coup, je vais reprendre la parole une dernière fois, déjà pour vous remercier pour votre participation, remercier aussi tout spécialement nos intervenants et nos intervenantes d'avoir partagé leur expérience, leurs bons plans, peut-être aussi un peu leurs ratés. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, j'étais toute seule. Mais je suis sûre que vous avez eu plein d'échanges très, très riches. N'hésitez pas à les continuer entre vous. Alors, soit, comme on l'a dit tout à l'heure, en restant un peu plus longtemps ici, les salles vous restent encore à disposition. Vous pouvez en disposer comme vous le souhaitez. Mais aussi, pourquoi pas, vous échanger vos coordonnées et continuer vos rencontres, vos échanges, vos discussions entre vous. Nous, on aurait besoin de vous, en fait, pour la prochaine caravane coopérative. On aimerait bien en relancer une autre, en espérant pouvoir se voir en vrai pour la rentrée. Et on a vraiment besoin de vous pour savoir quelle thématique vous intéresse, sur quoi est-ce que vous avez besoin, envie d'échanger.
Et donc, si vous avez des besoins, des envies, des idées, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, soit Pauline, soit Estelle, soit par retour de mail, soit maintenant directement dans le chat. Au revoir Jean-François et Christine, merci. Ou maintenant en live aussi, il n'y a pas de souci. Peut-être juste avant de vous céder la parole pour toutes vos idées, je voulais vous faire part de 4 dates de rencontres en tout cas, voilà, chez CoopCity, on est en pleine ébullition. On va relancer des programmes d'accompagnement. Et donc, on aimerait, si vous avez envie, besoin de vous faire accompagner sur le lancement d'une entreprise, de votre coopérative ou bien sûr son développement en vue d'un potentiel changement d'échelle, n'hésitez pas à venir vous renseigner. On organise des séances d'information les 24 juin et le 6 juillet en soirée à Bruxelles. Toutes les informations sont sur notre site internet. Et alors, peut-être un peu plus pratico-pratique, on organise aussi, dans le cadre d'une semaine plus centrée sur la personne de l'entrepreneur, une première soirée le 28 juin de témoignages sur qu'est-ce que c'est en fait être entrepreneur social. Et donc, n'hésitez pas à venir, ça va être vraiment chouette. Et aussi le 30 juin, un atelier sur comment on peut faire pour éviter le surménage. Je me permets d'en parler parce que je pense que les temps sont durs et que voilà, vous pourriez aussi en profiter. Donc, n'hésitez pas, toutes les informations sont notre site internet. Je ne sais pas, Estelle, si tu voulais aussi nous partager quelques dates de la part de SAOI. Alors, on a effectivement quelques dates. On a le 2 et 9 juillet une formation sur économie sociale et transition pour comprendre un petit peu le lien entre les deux et comment faire pour vraiment faire avancer les choses. On a aussi le 1er juillet un événement sur le temps de midi avec Smart sur la transition et l'effondrement. Et alors cet été, on organise 3 escapades pour aller directement sur place. C'est un peu sportif, il y a de la marche à pied ou il y a du vélo. Le 7 juillet, et puis les 2 autres dates sont fin août, pour découvrir directement des initiatives d'économie sociale et en parler en groupe sur place. Alors, il y a de la marche à pied, je disais, à la Louvière, 16 km pour aller rencontrer 3 ou 4 entreprises d'économie sociale différentes ou des lieux emblématiques et historiques. Et en août, j'ai un trou. Ah non, il y en a une, c'est sur la mobilité à Bruxelles, sur plutôt la mobilité douce à Bruxelles. Et toute fin août, c'est aller découvrir les acteurs de la ceinture alimentaire de Charleroi. Donc, c'est une boucle à vélo, 35 km, pour aller rencontrer des producteurs, des magasins et comprendre un petit peu, je ne sais plus quoi, pour aller connaître un petit peu tous les points de vue de chacun, les problématiques, comment ils s'organisent entre eux, comment ils trouvent des solutions à plusieurs. Merci Estelle. Je pense que Financité voulait aussi nous partager une date. Oui, alors je voulais juste vous faire part du fait qu'on va lancer une nouvelle session de web formation qui ont vraiment pour thématique comment se financer avec l'argent des citoyens, comment faire pour émettre des parts, des obligations. C'est des formations très concrètes. Il y a 10 web formations qui se passent le matin de 8h30 à 10h avec, comme ici, l'intervention de coopératives qui viennent faire du partage d'expérience et un volet plutôt théorique apporté par nous. Et on démarre en septembre et vous trouverez toutes les informations sur ces formations qui sont donc accessibles gratuitement sur le site financité.be. Donc, je vous invite vraiment, s'il y a des thématiques qui vous intéressent, à ne pas hésiter à vous inscrire. Il y a un module d'inscription qui est disponible en ligne. On parlera réglementation, tax shelter, plateforme de crowdfunding, émission d'obligations, de plein de choses. Et vous êtes bien sûr les bienvenus. Super, merci Lise. Et encore merci à tous et toutes. Voilà, pour ceux et celles qui voudraient continuer vos échanges, les discussions, comme on vous a dit, on vous laisse le Zoom, il est pour vous. Et n'hésitez pas aussi à nous transmettre alors vos idées, vos envies, vos besoins pour notre prochaine rencontre qui se fera probablement à la rentrée. Bon après-midi, bon appétit.
Bon après-midi à tout le monde. Ceux qui ne restent pas, je vous remercie pour votre participation. C'était très chouette. Enfin, en tout cas, dans ma salle, j'espère que votre salle aussi. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Ciao. Merci. Au revoir. On va voir qui reste au final. Les intervenants. Les intervenants. Ah non. C'est pas, même pas tous, tu vois. Oui, merci aux intervenants qui restent encore. Super pour votre participation. Ça demandait un peu de temps. Vous étiez là, présents, en nombre en plus. Donc, merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'espère que vous avez aussi des chats privés. Ouais. Oui, c'était chouette d'échanger en tout cas. Ah ben, mais c'est le principe. Hein, donc, voilà. Je trouve chez nous, dans notre salle, il y a eu pas mal de questions, d'échanges et tout ça. C'était assez chouette. Donc, et du coup, voilà. vous aussi, n'hésitez pas si vous avez besoin, enfin, si vous trouvez que c'est des bons moments pour pouvoir échanger avec d'autres et que vous avez des thématiques, des questions, des problématiques qui vous taraudent. On est vraiment, vraiment, vraiment preneurs de nouvelles thématiques. Donc, faites-en part. Jérôme? A priori, ce qu'il faudrait pour pouvoir échanger mieux, c'est pouvoir se voir. Mais ça, Jérôme, je te jure que moi, en tout cas moi, c'est la dernière fois que j'organise un truc en live. C'est terminé, j'arrête. J'en ai ras-le-bol. Donc, même si ça permet sans doute plus facilement d'y participer, etc. Ça, j'en conviens. Mais là, on perd en convivialité énorme et en rencontre et justement en échange informel, etc. Donc, oui, tout à fait. Donc, c'est au programme, en tout cas. Mais, oui, moi, pour peut-être une idée pour la prochaine caravane coopérative, enfin, je sais pas. En tout cas, nous, la question qui nous taraude, c'est ce que j'envoyais par mail hier. C'est cette question de comment accueillir des travailleurs bénévoles. Oui. Dans la coopérative. Alors, là, je sens qu'il y a un peu un nœud et que. Alors, il y a eu plein de pistes envoyées par mail et c'est chouette, on va creuser ça, mais voilà, j'ai l'impression que c'est compliqué quand même un peu pour tout le monde. Donc, je reprends là-dessus, en fait, la prochaine caravane qui était programmée le 30 septembre avec pour thématique le bénévolat. Donc, on y était, quoi, tu vois. Donc, parce qu'il y a depuis 3 ans des groupes de travail qui se font avec notamment les supermarchés coopératifs qui ont basé leur modèle économique sur le bénévolat et en fait qui sont dans l'illégalité. Donc, Febeco, PSAWB, d'autres acteurs, etc. sont vraiment en train d'étudier le sujet. Le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas encore de solution. Si tu veux, la loi n'autorise pas le bénévolat et donc faire une caravane sans proposer une solution ou annoncer un changement, etc., ça reste compliqué. Quentin, je vois que… Oui, donc c'est vrai. En même temps, il y a un besoin d'information. Oui. Pourrait peut-être aussi être fait, c'est transformer cette caravane, d'une part, en donner les bonnes informations à tout le monde, et d'autre part, commencer à faire pression. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi imaginer, si on a beaucoup de monde, je sais pas, une sorte de demande collective de l'ensemble des acteurs coopératifs pour que le cadre législatif soit… change, quoi. Ouais. Donc voilà, il faudrait voir si c'est… Oui, c'est ça. Enfin, pour moi, ça peut être pertinent. Et c'est vrai que, enfin, je sais pas, Tiffany, quand j'ai vu ton mail, je me suis dit, ah oui, encore une fois, enfin, je dis, nous, c'est tout le temps des demandes sur le bénévolat, etc. Donc, c'est peut-être pas inintéressant de reclarifier le propos, en tout cas. Donc, et de dire où en sont les démarches et où en sont, voilà, peut-être un futur projet d'écriture de loi, etc. Donc, et que, justement, on prenne, que plusieurs initiatives prennent part à ça. Donc, ce n'était pas une mauvaise idée, cette caravane sur le bénévolat. Non. Et il faut savoir qu'on est capable de faire changer les lois, puisque nous, on a réussi à obtenir l'aide à la presse qui n'était réservée qu'aux ASBL jusqu'à l'année dernière. Et à force de pression intelligente de notre part, ils ont ouvert ce droit aux coopératives, parce que c'était un non-sens de plus en plus flagrant de refuser l'aide à la presse qui est distribuée à tous les médias, sauf à ceux qui sont sous forme de coopératives. Et donc voilà, je pense qu'il faut pas avoir peur de nous aussi jouer un rôle de lobby. Tiff, tu veux nous aider à construire cette nouvelle rencontre? Non, mais… oui, non, c'est absolument pas. Là, je viens de tomber dans mon propre piège. Non, mais toi, enfin, je veux dire… Écoute, peut-être, je vais pas te mentir sur mon temps disponible, mais après, pourquoi pas. En tout cas, je peux vous amener nos questions précises et réfléchir avec vous, oui. Ouais. Je serais preneuse en tout cas de votre expérience en mobilisation et en lobby, etc. Enfin, je ne doute pas que ça oui, le faire, mais voilà. Ouais. Quentin voulait parler.
ça peut être un sujet générique aussi ultérieur, c'est comment faire du plaidoyer quand on est une coopérative, quel que soit le sujet, quoi. Et bon, ça c'est un exemple, et il y en a sans doute d'autres. Ça pourrait aussi être dans la liste de nos sujets potentiels de caravane. Je trouve que c'est pas mal, effectivement. Et qu'est-ce que c'est un plaidoyer, etc. quoi. Et quelques exemples, si possible, réussis, pourraient aider à illustrer. On ne parlera pas du code des sociétés alors. Non. On a déjà fait les caravanes sur le nouveau code des sociétés, c'est bon, quoi. Mais voilà, intéressant. En tout cas, on va réfléchir et puis on reviendra de toute façon vers tout le monde. Donc, et voilà. Ça va. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut s'exprimer? Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Impeccable. Lise, j'ai apprécié animer avec toi, c'était cool. Oui, c'était bien. Hein, ouais, c'était relax. C'était cool. C'était super agréable. Ouais, bonne fin. Voilà. Bon appétit à oui, tous. oui. Bon appétit. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir, merci. Hein. Voilà. Eh ben, super. Ah ben voilà. Et c'est difficile de jongler avec 30 petites fenêtres. Hein. Moi, je ne voyais plus par moment qui levait la main, qui dit. Mais moi, j'ai enlevé le. On n'était pas beaucoup, tu vois. Enfin, on était une 13, 14, 15 en fonction. Et donc, du coup, j'ai pas mis le PowerPoint. Et les gens posaient des questions dans le chat, on les reposait, etc. Et tout le monde s'exprimait. C'était plus. Voilà, et on voyait tout le monde, en fait. Donc, ça, c'était plus cool. Nous, on arrivait très, très vite dans le cœur du sujet. Pardon, attends. Ah. Vérifiez. Je disais, on est arrivé très très vite dans le sujet en éludant assez fort les questions introductives des personnes. Et donc, il y a eu plein de chouettes pistes qui ont été diffusées, notamment dans le chat, avec même des outils pour maintenir la participation. En fait, on arrivait à un truc qui est un peu dévié à certains moments donnés. On essayait de revenir recentrer. Et puis, tout à coup, juste le dernier quart d'heure, il y a eu un peu un creux. Alors, je suis repartie sur les questions principales qui s'autoposaient, en fait, les interlocuteurs. Mais ils avaient déjà vachement répondu. Et comme on était beaucoup, on tournait autour de 27-28, peu osaient prendre la parole. On a plein de questions au début, donc c'est chouette. On a pu regrouper. On a eu sur comment créer sa communauté, comment gérer la tension entre ceux qui sont rémunérés et ceux qui sont bénévoles et des choses comme ça. Et tu sentais qu'ils avaient peur de bouger de salle? Moi, je ne les ai pas vus bouger de salle, sincèrement. Ouais, j'ai peu de mouvement, quoi. Nous, le gros est resté. Il y a des nouveaux qui arrivaient, mais ils ne mettaient pas leur caméra, alors ils n'ont pas parlé. Donc, ils n'ont pas… Moi, j'ai pas mal de personnes qui sont parties, je pense, d'ailleurs, qui l'indiquaient, merci, qui étaient venues chercher, je pense, une information précise. Mais je n'avais pas de visuel très concret sur qui arrivait. Mais j'ai l'impression que nous sommes restés une dizaine, a priori, Mais du coup, continuellement, quoi. si on est obligé de faire ça en ligne, peut-être qu'on pourrait